Alors, les recommandations portent sur le diagnostic, le traitement, le suivi, mais également sur la prise en charge des principales complications et comorbidités associées à l'AFPI. Alors, le guide, il nous a pris en tout presque 2 ans pour le rédiger, 21-22, et puis il a été annoncé officiellement début 2023. Je ne m'attarderai pas plus sur la méthodologie, vu le temps, mais je serai disponible à répondre à vos questions si vous voulez plus de clarification sur la méthodologie. Donc j'aborderai les principales recommandations qui portent d'abord sur le diagnostic positif. Alors porter en fait le diagnostic positif d'une fibrose pulmonaire idiopathique n'est pas du tout une tâche facile. Elle doit répondre à un certain nombre de critères et au préalable, il faut surtout exclure toutes les autres causes de fibrose pulmonaire qui peuvent mimer une FPI, quelles que soient leurs étiologies. Donc c'est un diagnostic d'élimination. Deuxième critère, c'est d'avoir un aspect ou un pattern de pneumopathie interstitielle commune au scanner, c'est ce qu'on appelle en anglais UUP, et ou un aspect histopathologique de PIC également, de pneumopathie interstitielle commune, si la biopsie pulmonaire a été indiquée et réalisée. Alors comment, finalement, pour le premier critère, exclure toutes les autres causes possibles de PID, quelles que soient leurs étiologies, causes connues, inconnues ou idiopathiques? Nous sommes des cliniciens, donc c'est avant tout l'examen clinique, interrogatoire et examen physique, à la recherche de petits signes d'orientation vers une maladie générale telle qu'une connectivite ou par exemple une PID fibrosante secondaire à une exposition. Également, cette étape clinique, elle est importante pour détecter d'éventuels cas familiaux et Dr Free a bien précisé. Donc, si on est face surtout à un patient jeune qui présente l'une des anomalies qui ont été décrites, il faut l'adresser vers une consultation spécialisée au moins en génétique. À côté de la clinique, il y a un bilan biologique habituel, c'est la numération formule sanguine, bilan rénal et bilan hépatique, la CRP et les CPK qui doivent être réalisés de façon systématique. Alors, et surtout, le bilan d'auto-immunité pour exclure une éventuelle connectivite. Et les experts recommandent de pratiquer de manière systématique les anticorps antinucléaires, les anti-CCP et le facteur rhumatoïde. On suggère également de rechercher les ANCA pour éliminer une éventuelle vascularite. Alors, selon le contexte ou si ce premier bilan, notamment les anticorps antinucléaires, sont positifs, donc il faut compléter et affiner ce bilan d'auto-immunité pour éliminer une éventuelle connectivite. La recherche de précipitine de manière systématique n'a pas vraiment de rendement, il faut qu'elle soit orientée par la clinique. Alors j'ai rajouté cette diapositive après la journée de Meet the Expert parce que nos amis internistes et immunologistes ont insisté là-dessus, c'est que le dépistage des anticorps antinucléaires doit se faire par immunofluorescence indirecte et qu'en cas de positivité, on va élargir à d'autres, donc on va plutôt rechercher les spécificités dans les anti-DNA et les anti-ENA, voire même d'autres typages tels que le DOT myositis. Autre message lors de cette journée, et là je voudrais également vous le passer, c'est que quand la recherche d'auto-anticorps elle est négative, alors que le contexte n'est pas idiopathique, on a un contexte clinique évocateur d'auto-immunité, donc là, il faut également élargir le bilan immunologique, notamment le DOT myositis de façon systématique. Et là, c'est justement le sens de la recommandation en fonction du contexte. Même si le premier bilan est négatif, il faut penser peut-être à l'élargir à d'autres dosages d'auto-anticorps. Autre message également ressorti lors de cette journée, c'est qu'en présence d'un cas positif alors qu'il n'y a aucun signe de vascularite, il faut également garder à l'esprit qu'une vascularite peut se déclarer par la suite et donc surveiller ces malades, d'autant plus que c'est des formes relativement sévères et donc ça joue un rôle pronostique. Deuxième critère majeur à côté de la clinique, donc l'exclusion des autres causes de fibrose pulmonaire, c'est l'aspect de pneumopathie interstitielle commune au scanner. Donc le radiologue
va nous répondre dans certaines situations, il y a un aspect de pic. C'est quoi l'aspect de pic? C'est ce que vous voyez là. C'est des images kystiques, donc obligatoirement le rayon de miel, de façon donc hétérogène, qui est associé à un pattern réticulaire, donc épaississement irrégulier des septa et des réticulations intralobulaires, mais c'est surtout cette répartition avec en sous-pleural et un gradient apico-basal, prédominance des régions, donc en périphérie au niveau des lobes inférieurs, avec peu ou pas de verre dépoli dans les zones de fibrose. Quand le radiologue nous dit qu'il y a un pattern de pic, là on est relativement à l'aise pour porter le diagnostic d'FPI si le premier critère il est déjà là, puisque le niveau de certitude il est élevé, la concordance avec une pique histologique elle est de l'ordre de 97%. Alors parfois le radiologue et en l'absence de rayon de miel, il va nous répondre qu'il s'agit d'un aspect de pic probable. Là également, on est relativement à l'aise puisqu'on reste toujours dans un intervalle de confiance relativement élevé et vous voyez qu'il varie de 70 à 89%. Dans d'autres situations, le radiologue va nous dire qu'il s'agit d'un aspect indéterminé pour la pique. C'est en fait quand ce n'est pas un aspect de pic et de pic ou de pic probable, et non plus, ça n'évoque pas un autre diagnostic. C'est-à-dire qu'on va retrouver plutôt un pattern un peu réticulaire, l'épaississement régulier des septa, un peu de verre dépoli, parfois des bronchectasies, et une répartition plutôt diffuse. Il n'y a pas ce gradient apico-basal et la prédominance en sous-pleural. Et là, les choses commencent à se compliquer puisque la concordance avec une pique histologique, elle chute à 59-69%. Là, donc, on n'est pas très à l'aise pour porter le diagnostic. Encore plus, si le radiologue nous dit que l'aspect évoque plutôt un autre diagnostic, comme dans ce cas-là, une PHS fibrosante. Et là, vous voyez, le niveau de certitude ou de confiance diagnostique, il est moins de 50%. Et il va falloir rechercher d'autres anomalies ou faire d'autres examens pour pouvoir porter le diagnostic. Donc, si je résume, si on a une présentation clinique évocatrice, c'est-à-dire le contexte, il est idiopathique, avec un aspect scanographique de pic ou de pic probable, après avoir éliminé toutes les autres causes qui peuvent s'associer à une pic, on peut porter le diagnostic d'FPI. En dehors de cette situation, il faut élargir l'enquête étiologique, entre autres un lavage broncho-alvéolaire, et on propose de le réaliser surtout lorsqu'on n'a pas cet aspect de pic au scanner et que le risque lié à cet examen est faible. Et je rappelle que le lavage, il est fait surtout dans ce contexte pour éliminer les autres diagnostics différentiels tels qu'une sarcoïdose ou une PHS en présence d'une lymphocytose très importante. La biopsie pulmonaire également peut être indiquée et dans quel cas? C'est lorsqu'on reste dans l'incertitude diagnostique malgré la discussion multidisciplinaire de notre cas. Et c'est le cas en fait surtout quand on n'a pas ce pattern de pic ou de pic probable. Alors la biopsie pulmonaire, je le répète, doit être indiquée et validée au sein d'une DMD en tenant compte bien sûr de l'âge du patient, les comorbidités, le degré d'évolutivité de la maladie et l'altération de la fonction respiratoire. Alors, jusqu'à présent, c'est surtout par vidéothoracoscopie qu'on fait les biopsies pulmonaires. La cryobiopsie, qui est actuellement constitue une alternative très intéressante, peut être proposée en présence d'un centre qui a de l'expérience. Biopsie pulmonaire, si elle est faite, notre pathologiste, il va répondre comme le radiologue, c'est-à-dire un aspect de pic, pic probable, indéterminé pour la pic ou évocateur d'un autre diagnostic. Vous pouvez trouver tous les détails sur le guide. Sachez que l'aspect caractéristique, l'aspect histopathologique caractéristique de pic, c'est ces foyers de fibrose dense mutilante qui vont désorganiser de façon hétérogène le parenchyme pulmonaire et qui prédominent également en périphérie, en sous-pleural et en paraseptal. Donc, si on a l'aspect scanographique et les données de l'histopathologie, il faut confronter les deux, bien sûr, en association avec la clinique pour soit retenir le diagnostic, surtout quand on est devant un aspect de pic ou de pic probable, à la fois au scanner et à l'histologie, ou l'éliminer en présence d'éléments qui évoquent une autre pathologie. Dans les autres situations, vous voyez ici les cases jaunes, il faut réunir tous les arguments pour pouvoir retenir
le diagnostic d'FPI comme étant une hypothèse de travail. Sinon, on va rester toujours, donc probablement, les PID inclassables. On verra ça tout à l'heure. Alors, mais parfois, malgré cette incertitude diagnostique, en réunissant tous les éléments dont nous disposons au sein d'une DMD, on a l'urgence de poser, donc il faut qu'on pose le diagnostic, on propose un traitement à notre patient, et si vraiment la probabilité clinique elle est en faveur d'une FPI, on peut le porter comme une hypothèse de travail, et on verra par la suite avec l'évolution si on avait raison ou il faut reconsidérer le diagnostic. Là, juste cette plaque pour vous dire que la probabilité clinique, il existe des scores qui peuvent estimer la probabilité clinique d'une FPI. Vous voyez l'âge de plus de 60 ans, le sujet donc de genre masculin, la présence d'oral crépitant, d'hypocratisme digital, d'une restriction à l'affaire. Tout ça fait que la probabilité clinique, elle est élevée. Donc, vous voyez, tout ça doit être discuté en DMD pour pouvoir retenir le diagnostic d'FPI. La recommandation 9 du KID, justement, elle insiste sur le rôle de cette DMD dans le cadre des PID en général et dont la FPI plus particulièrement, pour valider le diagnostic, et le minimum nécessaire pour que cette DMD puisse avoir lieu, c'est un pneumologue, radiologue et pathologiste expert dans les PID, mais idéalement, bien sûr, c'est ce que nous sommes en train de faire en pratique, c'est élargir à toutes les autres spécialités, dont les internistes, les rhumatologues, les chirurgiens thoraciques, les physiologistes et les immunologistes. Alors, si je résume cette étape diagnostique, donc je me réfère à cet algorithme complètement adapté à notre contexte tunisien. La clinique et le scanner peuvent d'emblée nous orienter vers une autre étiologie. Sinon, on va réunir tous les éléments cliniques, fonctionnels, respiratoires, biologiques et discuter en fonction de l'aspect scanographique. En cas d'aspect de pic ou de pic probable, on n'a pas besoin d'aller vers la biopsie pulmonaire et on peut retenir le diagnostic d'FPI. Dans les autres situations, donc les autres explorations, dont la biopsie pulmonaire, si elle est faite, parfois, elle ne peut pas être réalisée, elle est contre-indiquée. Dans toutes les situations, il faut discuter en DMD si, avec les éléments dont nous disposons, on peut retenir le diagnostic d'FPI ou l'éliminer ou le retenir en tant qu'hypothèse de travail, bien sûr en continuant à suivre les malades. Parallèlement à cette étape diagnostique, il faut évaluer le patient et avoir une idée sur le pronostic, sur l'intensité des symptômes initiaux dont la dyspnée, les données de l'EFR, l'étendue de la fibrose au scanner et la présence d'une éventuelle hypertension pulmonaire précapillaire sur l'échographie cardiaque qui doit faire partie intégrante du bilan initial. Le minimum sur lequel on doit se baser pour évaluer le pronostic de notre patient, c'est une CVF et une DLCO. Si on n'a pas la possibilité d'une DLCO, c'est le test de marche de 6 minutes avec monitorage de la saturation en oxygène tout le long du test. Ces éléments intégrés ensemble dans un score peuvent nous déjà donner une idée sur le pronostic. Vous voyez, c'est le score GAP avec un nombre de points en fonction du paramètre et 3 stades peuvent être définis. Et vous voyez ici le risque de mortalité qui grimpe considérablement du stade 1 vers le stade 3. C'est une maladie par définition qui est progressive, elle va naturellement s'aggraver. C'est pour cette raison qu'il faut surveiller les patients de manière régulière sur la clinique, la fonction respiratoire et le scanner. À ce rythme-là, tous les 3 et 6 mois, on va voir l'autre patient, évalué sur le plan clinique, fonctionnel respiratoire, un scanner thoracique au plus une fois, donc maximum une fois par an. Les autres examens peuvent être réalisés selon le contexte. Maintenant, qu'est-ce qu'on va proposer à nos patients FPI? Le traitement, ça a été rapporté, je pense, hier et aujourd'hui avec Dr. Free, c'est les antifibrosants, nintedanib et perfenidone, qui ont prouvé tous les deux leur efficacité ici. C'est le courbe de survie qui s'améliore quand même significativement avec ces deux molécules. Et là, c'est la méta-analyse qui a repris les 13 principaux essais cliniques conduits avec les deux molécules. Et en termes de ralentissement du déclin de la CVF, vous voyez qu'il y a une amélioration significative avec les deux molécules qui est beaucoup plus importante et cliniquement pertinente pour les patients avec une FPI par rapport aux autres fibroses pulmonaires. Les études qui ont inclus la mortalité dans leurs objectifs montrent que
les deux molécules diminuent de façon significative la mortalité, toutes causes confondues. Alors, le nintedanib a en plus, d'après cette analyse poolée des deux essais Impulsis, qu'il y a une prolongation de la survenue du délai de la survenue de la première exacerbation. Avec l'analyse en sous-groupe, il y a toujours ce ralentissement du déclin de la CVF, quel que soit le sous-groupe. De même pour l'exacerbation et la qualité de vie. C'est pour cette raison qu'on recommande actuellement en Tunisie, dès qu'on pose le diagnostic d'FPI et que le patient présente une FPI légère à modérée, on propose le traitement par nintedanib, l'instaurer, le surveiller par le pneumologue et le surveiller surtout sur le plan de la tolérance clinique et la perturbation du bilan enzymatique, notamment les enzymes hépatiques. Vous trouvez dans le guide les recommandations à faire en cas de survenue notamment de diarrhée qui est l'effet secondaire le plus redouté et en cas de survenue de cytolyse, et je vous précise que très souvent c'est des formes légères à modérées. Est-ce qu'il y a une autre alternative au traitement antifibrosant? La réponse est non. Et d'après cette revue Cochrane début des années 2000, la question des corticoïdes a été résolue de manière définitive. Aucune place pour les corticoïdes seuls ou associés aux autres aux immunosuppresseurs, aux antioxydants type N-acétyl, cystéine. De même pour les autres molécules et les anticoagulants en dehors des indications cardiovasculaires. Alors au quotidien, le patient peut avoir deux symptômes majeurs qui peuvent être très gênants, la toux et la dyspnée. Alors pour la toux, quand elle est très gênante, d'abord assurez-vous qu'elle n'est pas en rapport avec une progression de la maladie, avec un reflux gastro-œsophagien, avec une infection ou une hyperréactivité bronchique non associée plutôt. Si on arrive à éliminer toute situation, on peut proposer une corticothérapie par voie générale qui ne doit pas dépasser les 10 mg par jour. Si le patient ne s'améliore pas au bout d'un mois, il faut arrêter cette corticothérapie parce qu'on devient probablement délétère, non seulement inefficace. Les morphiniques à faible dose, 5 mg toutes les 12 heures, comme dernière alternative en soins palliatifs. La dyspnée également qui peut être invalidante, l'oxygénothérapie peut aider quand elle est indiquée, la réhabilitation à l'effort, les morphiniques à faible dose, de dernier recours, toujours évaluer la balance bénéfice-risque. Les autres mesures qui rentrent dans le cadre d'une prise en charge globale de la fibrose pulmonaire idiopathique, c'est l'oxygénothérapie de longue durée à domicile et elle a les mêmes indications que l'insuffisance respiratoire chronique obstructive. L'oxygénothérapie de déambulation, elle est indiquée pour les patients qui désaturent à l'effort et elle améliore leur performance à l'exercice. La réhabilitation avec un niveau d'évidence A, il est recommandé à l'échelle internationale qu'elle soit débutée dans un centre spécialisé, mais nous en Tunisie, on a préconisé même d'instaurer un programme de réhabilitation à minima au domicile même du patient, à condition de le revoir de façon régulière, parce que ça améliore considérablement la tolérance à l'effort et les capacités à l'exercice. Les experts, par ailleurs, recommandent de vacciner les patients qui présentent une FPI contre la grippe, le pneumocoque et le SARS-CoV-2, comme toutes les autres pathologies respiratoires chroniques. Alors, j'ai hésité de mettre la transplantation encore une fois, parce que Celiosir n'est pas du tout d'accord sur ce point, mais tout simplement, ce n'est pas pour la transplantation elle-même, mais c'est pour insister, en fait, la recommandation, c'est dans ce sens. Adresser le malade à un centre de pneumologie de référence pour l'évaluer de façon précoce et vérifier s'il a les indications d'être inscrit sur une éventuelle liste d'attente. Jusqu'à présent, quand on porte le diagnostic d'FPI, on n'aborde pas ce sujet avec le patient, car en Tunisie, ce n'est pas encore réalisable. Alors, un mot sur les principales complications et comorbidités associées à l'FPI, et c'est avant tout l'exacerbation aiguë, puisque c'est la principale complication évolutive grave. La mortalité peut aller jusqu'à 80% chez les patients hospitalisés en réanimation. La définition, elle est la même depuis 2016. C'est une aggravation récente, notamment de la dyspnée, qui ne soit pas en rapport avec un pneumothorax, pleurésie, embolie ou insuffisance cardiaque. Et
avec sur le scanner, comme vous le voyez sur les coupes en bas, l'apparition sur le scanner réalisée au cours de l'exacerbation de nouvelles images en verre dépoli de condensation en dehors des zones de fibrose. Alors, un facteur déclenchant doit être recherché, ça peut être une infection, ça peut être une fibroscopie bronchique, un lavage ou une biopsie pulmonaire. C'est pour cette raison qu'on insiste à évaluer l'indication vraiment bien de la biopsie pulmonaire parce qu'elle peut être à l'origine d'une exacerbation mortelle pour les patients. Donc, il faut être prudent. Le bilan recommandé lors d'une exacerbation, l'imagerie, avec notamment un scanner sans injection. Pour certains, il faut l'injecter d'emblée pour éliminer une éventuelle embolie pulmonaire. Un bilan infectieux, un bilan cardiaque, l'ECG éventuellement complété par la pro-BNP, l'échographie cardiaque et un examen, un bilan infectieux. Comment traiter ? Donc, elle n'est pas du tout consensuelle, mais tout le monde s'accorde de mettre des corticoïdes à forte dose, selon le schéma d'en bas, et avec une antibiothérapie empirique à large spectre, parce qu'on n'est jamais sûr qu'il n'y a pas d'infection derrière. Sinon, la question des immunosuppresseurs lors de l'exacerbation a été également résolue selon CTC Exafib. Aucun intérêt à ajouter les immunosuppresseurs avec les corticoïdes parce qu'on devient délétère. La dernière plaque, c'est sur les autres complications et comorbidités. Et la première, c'est l'hypertension pulmonaire. Elle peut toucher jusqu'à 30%, elle est présente déjà jusqu'à 30% au moment du diagnostic et à l'évolution, elle peut atteindre la moitié des patients. L'échographie cardiaque doit être systématique au bilan initial. Par ailleurs, aucune indication pour les traitements spécifiques de l'HTAP dans cette indication. Deuxième comorbidité, c'est l'emphysème pulmonaire. Il est fréquent, il peut aller jusqu'à 30%. Quand il dépasse 15% du parenchyme pulmonaire, on parle de syndrome emphysème fibrose. Et la particularité pour ce syndrome, c'est qu'on a une pseudo-normalisation des volumes pulmonaires par rapport à une baisse importante de la DLCO et la fréquence importante de l'HTP dans ce syndrome. Ils seront traités de la même manière par les antifibrosants. Le cancer est également fréquent, découvert très souvent à un stade précoce à cause des scanners de façon répétée, mais on n'a pas toujours la possibilité de proposer une approche curative vu l'altération de la fonction respiratoire. Les autres complications, les comorbidités, vous le voyez, RGO, SAOS, diabète, anxiété, dépression, elles sont fréquentes. Il faut savoir les dépister pour proposer une prise en charge globale et améliorer la qualité de vie des patients atteints de FPI. Je pense que je suis à la fin de la présentation. Merci de m'avoir écouté. J'espère avoir parcouru les principales recommandations de ce guide. C'est une excellente présentation. J'ai deux petites questions à vous demander. La première, j'ai un patient âgé de 85 ans, oui. Une fibrose pulmonaire idiopathique, pris en charge par le traitement de la fibrose, mal toléré. Diarrhée, et il a arrêté le traitement. Ils ont essayé les deux types d'antifibrosants. Dans ces conditions, qu'est-ce que vous ferez? Simple surveillance. Son état général n'est pas très altéré, il est stable. D'accord. Alors pour la diarrhée particulièrement, ça dépend de la fréquence de la diarrhée, ça dépend si on a besoin d'instaurer un voie IV et du retentissement sur l'activité quotidienne. Si on n'a pas tout ça, c'est 4-6 selles par jour supplémentaires, c'est d'abord un traitement symptomatique par des antidiarrhétiques et une réhydratation, et puis s'il ne s'améliore pas, on réduit la posologie à 100, pour le nintedanib je parle, à 100 mg x 2 jusqu'à ce que la situation s'améliore, et puis on pourra, dans les 4 semaines qui suivent, reprendre la dose habituelle. Si malgré toutes ces mesures, la situation s'aggrave, on peut même envisager l'arrêt définitif du nintedanib. C'est ce qui a été décidé, oui. Mais on fait rien d'autre, juste simple surveillance? Non, il ne prend aucun antifibrosant, ils ont tout essayé. Idéalement, c'est la transplantation. Et oui. Bien sûr, les autres mesures, il a 85 prise en charge globale. 85 ans. Là, il faut revenir en DMD si vraiment il y a un intérêt associé, par exemple, si l'été sous nintedanib va basculer vers la perfinidote chez vous, qui n'existe pas chez nous. Et, ils ont tout essayé. On a tout essayé. Oui. Peut-être 85 ans, je ne pense pas. Bon, la transplantation, si elle est toujours possible. Sinon, c'est une mesure symptomatique. Voilà. Et le pronostic vital, combien d'années vous arrivez à tenir la longévité? La survie médiane rapportée, elle est de 3 à 5 ans, mais vous savez qu'il y a des patients qui vont
décliner sur 10 ans leur fonction respiratoire. C'est variable, c'est au cas par cas. Docteur Garbi. J'ai 3 petites questions. D'abord, pour les données cliniques, 2 questions. 2 maximum. Par rapport aux données cliniques, on a beaucoup de manifestations pour les connectivites et pour les PID familiales. Et ces signes peuvent être discrets, ils sont très nombreux. Est-ce que tu ne penses pas que le fait d'établir un checklist, ça nous aiderait dans la pratique clinique? Et deuxièmement, par rapport au bilan immuno, on est souvent confronté à des bilans avec des anticorps antinucléaires faiblement positifs et rien d'autre avec un typage qui est négatif. Est-ce qu'il y a des mesures particulières de surveillance à adopter dans ce cas? Réponse courte. Réponse courte. Alors, justement, ça a été discuté dans la journée des experts. Alors, les données cliniques, d'emblée, il y a un algorithme même sorti en 2023. Examen clinique, si vous avez le moindre signe clinique, on peut d'emblée l'adresser. S'il n'y a pas de signe clinique, c'est le bilan immunologique. En cas de positivité, c'est l'adresser aux internistes, rhumatologues et autres. Donc, moindre doute, un avis. D'accord? Pour la deuxième question. Checklist. La checklist des anticorps. J'ai répondu, je pense, à cette question, moindre doute. Donc, il n'y a pas de checklist, mais au moindre signe clinique, si vous avez un doute, il faut le référer donc, à un spécialiste. Docteur Garbi. Alors, rapide. On est dans... Merci, Fatma. Je suis rapide. Recommandations tunisiennes. Donc, on a 2 points pour le remboursement, en fait. Quand vous parlez d'oxygénothérapie, de déambulation, on n'a pas ça. Quand on parle de réhabilitation respiratoire, on n'a pas ça. Oui. Donc, comment vous allez faire? Alors, puisque c'est des recommandations, on est obligé de les appliquer, on est en Tunisie. Et voilà. On n'a pas encore le caractère légal d'application, là, jusqu'à présent, et le docteur Mohamed Hamoud peut nous préciser ça. Vous rappelez la discussion qu'on a eue au sein du groupe de travail sur l'oxygénothérapie de déambulation. On a insisté à le dire, c'est une recommandation conditionnée, et on a dit qu'on va mettre la pression sur nos amis de la CNAM pour qu'il y ait un remboursement, étant donné que le niveau d'évidence scientifique, il est très élevé pour l'oxygénothérapie de déambulation. Pour l'autre... La réhabilitation aussi pose problème. La réhabilitation, on l'a dit dans le texte qui précède la recommandation, idéalement initiée dans un centre de réhabilitation, et on l'a précisé dans le guide, une réhabilitation à minima à domicile, moyennant une surveillance. J'ajoute quelque chose d'important, c'est que les guides de l'INEA sont des guides officiellement non opposables. Donc, on doit suivre certainement, mais ils ne sont pas opposables. Et ça être une aide à la décision. Aujourd'hui, vous avez entre vos mains un guide tunisien qui a été validé par la majorité des spécialistes tunisiens, et ça sera un outil pour avoir votre combat direct avec la CNAM pour le remboursement. Donc, c'est une aide à la décision et pas opposable à l'application. Merci, Dr Charmiti. Désolé, on est limité par le temps. Dernière question. Merci. Donc, je voudrais vous poser une question, deux petites questions. La première, la biopsie pulmonaire chirurgicale et l'hypertension pulmonaire. Est-ce qu'il y a des chiffres qui contre-indiquent cette biopsie? À partir de quel chiffre de pression au niveau des artères pulmonaires qu'on ne peut pas faire la biopsie pulmonaire chirurgicale? Est-ce que vous avez une idée? La deuxième, la place des anticoagulants au long cours à titre préventif. C'est des patients allaités qui ne bougent pas. Alors, pour la première, pas de chiffres, pas de contre-indication absolue par rapport à l'HTAP. On a mis dans le guide les contre-indications, c'est par rapport à l'âge, les comorbidités d'une manière importante, l'altération importante de la fonction respiratoire avec OLD. Donc ça, c'est les principales contre-indications. Et c'est toujours à discuter au cas par cas. Et d'ailleurs, dans la RCP, on demande toujours l'avis de nos amis anesthésistes réanimateurs pour l'évaluation du patient, même si on est convaincu que ça va être contre-indiqué. Le deuxième point, alors les anticoagulants. Si un patient alité, il est à risque, vous pouvez mettre une dose isocoagulante à dose préventive. Je parlais des anticoagulants à visée antifibrosantes. Et là, aucune place, même pour les AOD, aucune étude pour le moment actuel pour mettre une recommandation dans ce sens. Donc c'est deux choses différentes.